Alors, unfortunately, I'm not able to speak French. Et malheureusement, je ne maîtrise pas la langue française. Donc, je vais m'exprimer, dit l'orateur, en anglais. Merci à vous tous. Je suis à la fois ravie, très fière d'être ici avec vous ce matin pour cette première session conjointe. Vous êtes venus à notre conférence, certains d'entre vous, à notre conférence à Leipzig le mois dernier. Et je trouve que cette association franco-allemande, toujours plus étroite, est une excellente idée et je pense que l'avenir va nous sourire. Quelques conflits d'intérêts, Brown, Edwards étant les principaux. Il y a également des honoraires liés à la consultation. Alors, le remplacement liquidien, nous avons parlé hier de colloïdes cristalloïdes et je vous ai dit qu'en situation de choc, il faut que les choses soient claires, il faut qu'on sache de quoi nous parlons. Dans les 20 minutes qui me sont dévolues, j'aborderai avec vous plusieurs aspects, non seulement le traumatisme tel que tel, mais également la thérapie de remplissage dans les scénarios de traumatisme. Alors, nous parlons d'abord de remplacement liquidien. Nous parlons de perte rénale, entérale ou dermique. Nous savons que ces cristalloïdes se répartissent dans les espaces intravasculaires interstitiels et remplissent donc le compartiment extravasculaire. Lorsqu'on parle de remplacement volémique, par contre, il s'agit de la perte des compartiments et là, les colloïdes, étant donné qu'ils contiennent des substances oncotiques, eh bien, vont subsister plus longtemps dans ce compartiment intravasculaire. Ce que l'on vise, et c'est essentiel que nous l'ayons toujours présent à l'esprit, c'est donc un objectif de volémie normale. Lorsque l'on dilue le reste du sang. Une chose essentielle, c'est la façon dont on va amener l'oxygène aux cellules, et non seulement aux cellules, mais aux différentes parties de la cellule. Par exemple, la mitochondrie. Nous mesurons en général à ces deux niveaux, mais nous ne savons pas exactement ce qu'il en est lorsque nous appliquons la pression, lorsque nous maintenons le débit, et si ceci est une bonne chose ou pas. Cet apport d'oxygène. Et en situation de choc, les choses se compliquent davantage. Il faut donc bien être d'accord, nous mesurons la surface. Et ensuite, cet oxygène pourra faire son effet. Donc, il sera transporté. En médecine, en réanimation, en médecine d'urgence, c'est le temps qui nous manque. Il y a ce que j'appelle la dette en oxygène. Il faut qu'elle soit le plus courte possible. La fenêtre de temps doit être la plus étroite possible, quelques minutes, et non pas 10-12 heures. Plus ce délai est court, et plus on pourra éviter la nécrose, l'apoptose, qui évidemment sont les risques lorsque il y a beaucoup de cellules nécrosées apoptose. Vous avez ensuite une défaillance organique. Et si vous réduisez ce délai, cette fenêtre de temps au maximum, à ce moment-là, on pourra éviter la défaillance organique. Donc, le temps du choc doit rester le plus court possible. C'est vraiment la clé. J'insiste beaucoup là-dessus. Autre élément, à terme, lorsqu'il y a une hypoxie tissulaire, voilà, la voie finale, vous avez plusieurs scénarios de choc, septique, traumatisme, choc hémorragique, etc. Mais lorsqu'on est confronté à l'hypoxie tissulaire, notre
pathophysiologie est finalement relativement simple. Et on sait vers quoi on s'oriente, et c'est la défaillance donc organique et multi-organique qui menace à terme. Alors, je vous présente ceci. Ça correspond à un choc septique, non pas un traumatisme, mais c'est d'autant plus vrai d'ailleurs en choc hémorragique. Les colloïdes sont dans l'espace intervasculaire, ils y demeurent au départ. D'ailleurs, ça c'est l'étude d'un collègue néerlandais très connu aux Pays-Bas. Ça, c'est la pathophysiologie. C'est pas étayé. Il y a 48 patients, sceptiques, non sceptiques. Alors, on utilise le CVP delta sur 90 minutes et on va mesurer donc les différents patients. Alors, les différents paramètres. Voici les patients sceptiques, ceux qui ont reçu des cristalloïdes, 3% d'augmentation de la précharge et donc d'indice, et les sceptiques, 12%. Ce qui signifie que si, dans les premières phases du choc, vous administrez des colloïdes, ils demeurent dans l'espace intervasculaire, ça augmente la précharge, la courbe augmente, vous atteignez exactement l'objectif recherché. Vous augmentez le DO2 en augmentant le SV. Donc, les colloïdes fonctionnent bien dans la première phase du choc. Et même en cas de sepsis, on n'a pas immédiatement de fuite capillaire immédiate. Et c'est d'autant plus vrai en situation de choc hémorragique où on a moins ce problème-là que dans les premières phases du choc septique. Qu'en est-il du monitoring, du suivi? Là, effectivement, en réa, c'est compliqué, et d'autant plus en scénario de trauma. Est-ce qu'on va utiliser la fréquence respiratoire, etc.? Oui, je le fais, mais ce sont d'anciennes données et je continue à m'en servir parce que nous continuons à pratiquer cela dans nos unités. Ça, c'est le nuage de corrélation entre donc tension artérielle et la livraison d'oxygène. Alors, ce patient, vous voyez ce qui se passe, et même chose pour la fréquence cardiaque. S'il est à 85 ou 90, bon, vous pouvez avoir tous les DO2 que vous voulez. Qu'en est-il du CVP? Eh bien, vous pouvez avoir n'importe quel CVP, vous vous donnez un apport liquidien, vous ne savez pas s'il va y avoir réponse ou pas. Donc, tout ce que vous faites n'a finalement aucun sens. Il faut arrêter la pression, par exemple. C'est important d'avoir une pression de perfusion. Oui, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec le DO2. Et il faut calculer les paramètres comme CV, comme débit cardiaque, comme lactate, etc., ce type de choses. Et ce que nous recommandons fortement et qui va agir rapidement et va être conforme aux recommandations, c'est le lever de jambes. Il y a plusieurs publications dans vos pays qui montrent que c'est quelque chose qu'on peut faire dans l'unité même, en situation d'urgence, dans la rue ou aux urgences lorsque votre patient traumatisé arrive et vous ne savez pas s'il est en choc véritablement, s'il a besoin d'un apport liquidien ou pas. Donc il faut simplement procéder à un lever de jambes et à ce moment-là, on verra si le débit cardiaque, l'indice cardiaque augmente ou pas. Nous avons un problème là, mesdames et messieurs, parce qu'en général, en urgence, en situation d'urgence, nous ne mesurons pas le débit cardiaque. Et ceci, c'est quelque chose qui a été mis au point par mon service, cet algorithme que nous utilisons pour le remplissage vasculaire dans mon département, dans mon unité. Nous avons un patient qui arrive de l'hôpital, d'un service normal, qui arrive en réanimation et au tout début, nous avons très peu de pression, nous avons une fréquence cardiaque, mais lorsqu'il y a une augmentation de plus de 10%,
Je sais que c'est discutable, mais nous administrons du fluide, du liquide, et c'est quelque chose qui va nous permettre de mesurer le SV, le volume. C'est quelque chose, vous pouvez utiliser, faire une écho, etc. Si vous avez pratiqué l'écho, si vous avez cette situation. Mais au tout début, même si c'est non invasif, vous savez que le patient répond au l'apport liquidien, qu'il est en choc. Et mesdames et messieurs, c'est la critique principale dans ces essais que l'on trouve notamment avec l'étude de Cristal, qui est pourtant meilleure que les autres, c'est qu'il n'y a pas d'indication à l'apport liquidien. Nous le faisons par le CEP, mais nous n'avons pas d'indication, et notamment pour les colloïdes, je pense qu'une des indications, c'est le choc. Mais il faut prouver que cette indication existe. Et ce lever de jambe passif n'est pas idéal, mais c'est toujours ce qu'on a de mieux à l'heure actuelle à notre disposition. Vous pouvez l'essayer et je vous garantis, vous aurez des résultats fantastiques. Désolé pour le collègue allemand. Alors, solution solide normale. Non, il faut des solutés équilibrées. Si vous avez ici, dans cette publication allemande, nous avons donc plus de 1500 patients dans cet essai. La méthodologie n'est pas forcément la meilleure, mais en tout cas, au départ, de première phase, on avait du salin, deuxièmement pauvre en chlore. Si vous utilisez un régime liquidien pauvre en chlore, vous évitez l'acidose hypochlorimique, et ce n'est pas quelque chose d'académique que je vous dis là, c'est la réalité. Vous évitez les lésions et les défaillances ou les insuffisances rénales. Donc là, c'est clair pour ce pool de 1500 patients. Donc, vous faites quelque chose de vraiment bien pour le patient, vous évitez des dégâts supplémentaires, et c'est vrai dans tous les scénarios de choc, They do not cost anything more. Just forget about the saline and use balanced solutions. Donc, des solutés équilibrées, stalloïdes et colloïdes. Now, one study a couple of years ago, PI was again from Iokan. Alors, ici, quelque chose qui date d'il y a quelques années, et c'est dans le cadre d'un essai de la Société européenne, 122 patients, donc essai observation de ces patients en choc sur une période de 4 semaines, donc observation uniquement. Mais pour tous ces essais, il y a un avantage. Enfin, cet essai, l'avantage, c'est qu'on étudie le patient sur la durée complète. Alors, Cristal, c'est uniquement la période du choc, et les autres, uniquement 10 ou 12 heures après le choc, après la survenue du choc. Donc, les patients étaient déjà traités. On ne peut pas se faire une idée correcte du bénéfice éventuel ou des inconvénients des colloïdes. Mais ce qui est très intéressant dans cet essai d'observation, c'est qu'ici, nous avons donc ceci associé non pas à moins d'effets secondaires et de nécessité de RR. Ici, les cristalloïdes et les colloïdes sont moins importants, mais c'est associé avec une augmentation de la mortalité à 28 jours. Je sais qu'il y a maintenant des études prospectives qui n'ont pas encore été publiées qui donnent un signal différent, mais ce signal, il existe également et il faut en tenir compte. Et donc, pour moi, c'est clair, l'albumine n'est pas si neutre que cela. On ne peut pas se dire, oh ben d'accord, on va donner de l'albumine. Non, c'est pas si clair que cela peut sembler en théorie.
Alors, ici, un autre essai. Vous savez, c'était l'essai SAFE des collègues australiens où, finalement, vous avez des anciens résidents du Royaume-Uni qui sont, au départ, ils étaient britanniques et puis ils étaient envoyés en exil parce qu'ils étaient prisonniers donc en Australie. Et vous savez que les Australiens disent qu'ils sont les meilleurs urgentistes du monde et ils utilisent 4% d'albumine, alors que les Britanniques disaient qu'en faisant ça, on tue les patients. Eh bien, apparemment, non, c'était ce premier grand essai australien qui l'a démontré. Donc, on a comparé 4% d'albumide contre le cri stalloïde le pire que je connais, et il n'y a pas, que je connaisse, et il n'y a pas de différence. Ici, une subanalyse qui a été prédéfinie, donc c'était des patients avaient subi un traumatisme, et là, c'est comparé aux colloïdes cette fois-ci. Et dans ce groupe de patients, on a procédé à une analyse un peu plus approfondie et on a constaté que pour les patients qui ont une des lésions cérébrales liées à un traumatisme, vous voyez qu'après 700 jours, il y a une différence en termes de mortalité qui est patente, saline par rapport à albumine, ce qui a amené certains collègues à recommander de ne pas utiliser le collier chez les patients qui ont souffert de lésions à la tête, de ne pas administrer les gélatines HES aux donneurs d'organes. Donc, il faut comparer ça par rapport à l'albumine et l'ensemble des colloïdes. Une chose est claire, il y a une différence claire entre les capillaires périphériques et cérébraux. Ici, nous avons ces grosses molécules, les colloïdes, les forces oncodiques, et dans la zone cérébrale, nous avons des jonctions très étroites, ici et là, et les forces osmotiques sont, si vous voulez, tirées par les petites molécules. La réduction donc de la pression osmotique des colloïdes a très peu d'effet sur l'osmolalité totale, alors que la réduction de l'osmolalité a un effet important sur le déplacement de liquide de l'eau dans le cerveau. Et on le dit toujours parce qu'on dit toujours qu'il ne faut pas utiliser d'infusion, de perfusion fortement osmolytique. Et l'albumine utilisée en Australie et en Nouvelle-Zélande, c'est à 250 ml par kilo, donc c'est fortement osmolytique, ce liquide. Donc il faut être très prudent et atteindre ce niveau de détail pour distinguer le vrai du faux. Et c'est la raison pour laquelle la question n'est pas tant d'utiliser colloïdes ou pas, mais plutôt de procéder comme je l'ai montré. Alors, l'essai concernant les traumatismes. Alors, concernant l'amidon, tout d'abord, ça c'est avant l'hospitalisation en Afrique du Sud. On a utilisé des solutions, on a vu ce qui se passait par rapport à ce type de traumatisme. On a avec blessure par pénétration ou blessure fermée. Et en cas de pénétration, on voit que l'utilisation de l'amidon est probablement plus satisfaisante que solution saline. Ce qui est intéressant dans ce petit essai, c'est qu'il n'y a pas eu d'augmentation d'atteinte ou d'insuffisance rénale en utilisant donc l'amidon dans ce type de scénario. Ici, un essai dans le cadre donc du débat hypertonique. Il y a le pour et le contre dans ces essais. Ici, un essai bien conçu où on n'a pas vu d'augmentation des résultats en termes de pronostic. Voyez donc, au bout de 6 mois, il n'y a pas grande différence entre le groupe salin hypertonique et le groupe de témoins.
Certains disent qu'il y a quelques bénéfices, mais moi je n'en suis pas vraiment convaincue. Nous avons maintenant la recommandation de l'Agence médicale européenne, l'EMA, de ne pas utiliser les hydroxyéthylamidons, mais que chez certains patients, mais par contre, il faut continuer pour les patients qui présentent une hypovolémie du fait de pertes de sang importantes. Donc, mais ces solutions ne doivent pas être utilisées pendant plus de 24 heures et il faut suivre la fonction rénale pendant au moins 30 jours. Ici, gestion des saignements et de la coagulopathie après grand traumatisme. Il faut commencer par administrer d'abord des cristalloïdes et ne pas utiliser de solutions hypotoniques. Et le lactate de Ringer est également une solution hypotonique ou l'albumine australienne. J'estime que oui, on peut utiliser des colloïdes dans ce type de scénario, mais évidemment respecter la posologie indiquée. Ces solutions hypotoniques peuvent être utilisées, mais on n'a pas apporté la preuve d'un bénéfice quelconque. Par conséquent, il vaut mieux s'en tenir au cas de traumatisme avec pénétration et non fermé. Donc, la question essentielle en réanimation liquidienne, c'est le temps. Il faut utiliser des liquides équilibrés. Le choc est la première indication pour les colloïdes. Il faut définir un objectif thérapeutique pour tout type de patient. Utiliser donc des objectifs cibler la livraison d'oxygène et la perfusion tissulaire. Il est très important d'avoir une indication du moment où il faut commencer et de cibler ce que l'on souhaite atteindre très précisément. Merci de votre attention et n'oubliez pas, ce n'est pas noir ou blanc ce que nous faisons, c'est quelque chose d'excessivement coloré.